Cette proposition de loi, initiée par notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie, représente la conquête d'un droit fondamental. La possibilité pour chacun d'entre nous de mourir dans la dignité. Inscrire dans le Code de la santé publique le droit à l'aide active à mourir est une mesure d'égalité. En effet, dans l'état du droit actuel, de nombreuses personnes sont amenées à partir à l'étranger pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. Sur ce sujet de fin de vie, les inégalités sont donc considérables et inacceptables pour notre pays. Le Conseil d'État, dans son étude sur la révision des lois de bioéthique, a lui-même soulevé des inégalités territoriales très inquiétantes dans l'accès aux soins palliatifs. Il convient également de rappeler que la France se classe parmi les pays d'Europe avec les taux de suicide les plus élevés chez les personnes âgées. Nous devons permettre le choix égal et encadré entre continuer à vivre en bénéficiant de soins palliatifs effectifs et avoir accès au suicide assisté. Les deux ne sont pas opposés et préservent la dignité de chacun. Permettez-moi d'abord, avant de poser ma question qui sera rapide, votre manière de vous adresser à nous, enfin, attendez, on pose encore les questions qu'on souhaite vous poser, et je trouve que vos réponses sont presque déplacées en vous disant « mais vous vous rendez compte de ce que vous nous dites, vous devriez plutôt me poser telle ou telle question ». Attendez, ici vous êtes au Sénat, et c'est nous qui posons les questions. Je me permets quand même de le dire. Je vous prie de me pardonner si c'est l'impression que vous avez eue, c'était pas du tout mon intention. C'est l'impression que j'ai eue, et je ne suis pas seul à l'avoir. Monsieur le Président, vous dites que vous avez donc investi 500 millions d'euros sur sites de Marseille-l'Étoile, et aussi 110 millions d'euros plutôt sur l'option fabrication de vaccins, on va dire. Mais, comme vous l'avez fait remarquer dans le cadre du crédit impôt recherche, c'était 1,5 milliard divisé par 10 ans, c'est pas tant que ça. Mais moi, je voudrais qu'on mette cet investissement que vous avez fait par rapport aux 4 milliards d'euros de dividendes que vous avez rendus aux actionnaires. Donc voilà, comment vous nous expliquez cette logique uniquement financière? Sur les dividendes, effectivement, Sanofi verse des dividendes, et au fond, moi, j'ai toujours considéré que c'était une bonne nouvelle qu'un groupe puisse verser des dividendes, parce que c'est la preuve qu'il y a une forme de confiance dans ceux qui investissent dans le groupe. Parce que c'est ça quand même, on est dans un secteur où vous voyez bien qu'entre la recherche très fondamentale et la commercialisation, il y a toute une série de risques et d'enjeux, et on l'a bien vu, y compris dans le cadre du vaccin chez Sanofi, où vous pouvez avoir un problème et vous êtes décalé. Et donc les investisseurs, ils font des paris extrêmement risqués lorsqu'ils investissent dans l'industrie pharmaceutique. Je vais peut-être passer pour un grincheux à nouveau, monsieur le ministre de l'Intérieur, mais quand même, nous sommes à l'écoute du peuple et de la population, donc on se fait aussi quelquefois leur porte-voix. La principale mesure de ce Ségur a été une augmentation du complément de traitement indiciaire accordé aux agents des hôpitaux et EHPAD publics. C'était là en effet un geste important pour apporter une juste reconnaissance à ces professions que vous reconnaissiez enfin comme essentielles. Mais dans le même temps, ce geste a été ressenti comme une gifle par toutes celles et ceux qu'on a appelés les oubliés du Ségur. Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux publics, autonomes, qui exercent pourtant les mêmes métiers avec les mêmes diplômes et sous le même statut, mais qui ont été tenus à l'écart de ce processus. Après avoir bataillé de longs mois, certains de ces oubliés ont enfin été entendus. À partir du 1er octobre prochain, ils bénéficieront de ce même complément. En avril dernier, c'était ma collègue Michel Meunier qui déjà vous interpellait sur les nouveaux oubliés que vous étiez en train de créer, en répondant au compte-gouttes aux légitimes demandes des différentes professions de la chaîne du soin. Ainsi, la revalorisation consentie le 28 mai ne se fera au final que pour les établissements, et c'est grave, bénéficiant d'un financement de l'assurance maladie, laissant ainsi de côté tous les personnels des établissements relevant du financement des conseils départementaux. C'est pourtant la solidarité nationale qui doit jouer. D'autant plus que les inégalités entre départements peuvent être grandes. Je suis élu du département de la Loire, qui est l'un des 2 seuls départements de France à avoir refusé de verser la prime Covid au personnel des services de soins et d'aide à domicile. Ma question est donc simple, monsieur le ministre, quitte à passer pour un grincheux. Avez-vous enfin entendu les professionnels du soin, du social et du médico-social qui manifestaient encore hier, et allez-vous apporter une réponse d'ensemble à ces professions qui ont été trop longtemps laissées pour compte? Monsieur le
sénateur, je vais au contraire, moi, prendre le parti de me réjouir de tous les efforts qui ont été faits depuis plusieurs mois à l'attention des différents professionnels, que ce soit l'occasion, vous avez commencé à le faire, mais pour moi de réinsister sur effectivement l'effort financier, notamment massif, à l'attention de ces professionnels de santé qui le méritaient et dont je salue une fois encore l'engagement qui a été le leur cette année et demie passée. Établi, il importe dans tous les cas que l'ensemble des leviers soient activés pour garantir l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement. Il y aura un premier point qui sera fait avec l'ensemble des signataires de l'accord avant l'été, mais c'est surtout d'ici décembre 2021, je conclus, Monsieur le Président, qu'une conférence multipartite conviant l'ensemble des financeurs, dont les départements, sera réunie pour prolonger ces travaux.